Je suis Sophie Athanase, architecte DPLG, associée à l'agence Studios Architecture de Paris. Je suis également responsable du comité développement durable au sein de l'agence, dans lequel en fait j'anime un département de recherche et développement sur toutes les questions environnementales liées à l'architecture. Donc nos projets, ils vont à plusieurs échelles. En fait, ils se développent sur plusieurs échelles. Donc d'une part l'urbanisme, les campus de bureaux, donc on travaille sur ce type de projet. Également le volet architecture, donc sur des constructions neuves, des réhabilitations, et ensuite également des projets en collaboration avec Franck Gehry, donc surtout sur la fondation Louis Vuitton et la fondation Luma à Arles. Nous avons également un département assez développé sur le volet architecture d'intérieur. Donc on travaille beaucoup sur les dernières innovations en matière de workplace. Et ensuite, on approfondit ce sujet sur l'accompagnement au changement. Donc ça, c'est un département qui travaille avec nos maîtres d'ouvrage pour accompagner les utilisateurs sur les nouveaux modes de travail. Ils sont multiples, enfin je dirais qu'aujourd'hui c'est un enjeu vraiment global. Pour moi, ça va être vraiment de collaborer avec des autorisations locales, avec nos clients bien entendu, avec beaucoup plus d'experts, de travailler avec les autorisations aussi pour que la réglementation et que les lois s'adaptent. Mine de rien, ça va quand même assez vite et donc faut s'adapter. Donc pour mieux s'adapter, pour moi, faut s'entourer. Il faut s'entourer de nos maîtres d'ouvrage, des autorités et des entreprises aussi. Moi, je pense qu'on doit aussi être acteur des filières locales. Par exemple, ça va être encourager la culture du chanvre dans la Beauce, au sud de Paris, pour la transformer en Île-de-France en isolant et pour qu'ensuite, nous, en tant qu'architectes, on les prescrive dans nos projets. En effet, dans notre approche conceptuelle, on va s'orienter bien sûr sur de l'architecture bioclimatique, sur des choix constructifs qui sont de plus en plus modulables. On s'oriente vraiment vers la préfabrication, donc c'est travailler avec des entreprises et des fabricants. Ensuite, il y a le choix des matériaux. En fait, chez nous, on est très sensible sur le choix des matériaux. On a vraiment des listes de matériaux qui ont les pastilles rouges où on ne les utilise pas, hein. Le PVC par exemple, c'est niet, le polystyrène non plus. Mais par contre, on va s'orienter vers par exemple des isolants en chanvre, en laine de chanvre, avec de la chènevrette et surtout la construction bois. Mais c'est aussi utiliser le bon matériau pour le bon usage, donc au bon endroit. Donc parfois, on va être obligé d'utiliser du béton. Donc on a fait des recherches sur du béton bas carbone, du béton qui va capter le carbone, là où on ne peut vraiment pas l'éviter. Et ensuite, on va travailler, ça va être vraiment un mix de matériaux ou de techniques. Donc voilà, disons qu'aujourd'hui, c'est vraiment essayer de mixer plusieurs matériaux. Ça, je dirais, c'est une partie au niveau des choix des matériaux. Et l'autre partie, ça va être tout ce qui va être réemploi, recyclage et upcycling. C'est-à-dire quand on aborde une réhabilitation, par exemple, on va éviter la démolition, absolument. Ensuite, voir ce qu'on peut récupérer, voir ce qu'on peut recycler, voir ce qu'on peut upcycler. Par exemple, on a un projet où on a récupéré si vous voulez, les plaques de céramique de la façade pour les concasser et les réinjecter dans le terrazzo du projet. Donc il y a un petit clin d'œil sur l'histoire du bâtiment et ça fait moins de déchets. Je trouve qu'en tant qu'architecte, notre métier il évolue et pour moi il y a une dimension vraiment humaniste, c'est-à-dire de ramener l'humain au centre de nos projets. Et je pense qu'on a aussi une responsabilité pour faire des bâtiments pérennes, c'est-à-dire qu'on doit vraiment avoir un échange avec nos maîtres d'ouvrage pour faire des bâtiments qui doivent vivre sur du long terme, sur un siècle. Donc on doit penser les bâtiments réversibles. C'est-à-dire même si un client nous demande de faire du bureau, on doit pouvoir se dire que dans 30 ans, on peut le transformer en logement sans trop de difficultés, ou en tout cas sans toucher à la structure, à l'enveloppe, au système technique. Et l'autre chose aussi, c'est que je trouve qu'en tant qu'architecte, on doit être sensible à la société qui évolue, c'est-à-dire avoir également une approche sociologique. On n'habite plus notre appartement, notre maison de la même manière. Maintenant, on y travaille, mais on vit aussi un peu sur notre lieu de travail. Donc c'est aussi prendre en compte ce volet-là
Et puis aussi tout le volet innovation et technique et s'intéresser aux startups, aux nouveaux produits et aux filières locales. Déjà, ça va être d'emmener nos équipes avec nous. Nos équipes, ça va être les maîtres d'ouvrage, des partenaires, des consultants, des entreprises. C'est un petit peu faire évoluer des façons de travailler. C'est aussi être accompagné par les autorisations locales. Bien sûr, il y a aussi le volet coût. Disons que c'est là où je pense que c'est aussi à nous de faire des analyses un petit peu plus fines pour analyser et se dire que parfois on va payer un petit peu plus sur une approche bioclimatique, sur une isolation, mais qui va réduire des consommations. C'est une approche un peu différente, peut-être un peu plus complexe, mais en tout cas le volet budgétaire est une question qu'il faut traiter, bien sûr. Et puis après, tout ce qui est réglementation, enfin, le chanvre, par exemple, l'isolation en chanvre, c'est hyper intéressant, mais nous, il faut qu'on ait toutes les autorisations, il faut qu'on ait les avis techniques, pour que nos bureaux de contrôle puissent les approuver, pour que les assurances prennent en charge le bâtiment. Donc il y a aussi ce volet technique et c'est là où les fabricants et les entreprises sont en train on va dire d'évoluer dans ce sens-là, mais il y a un petit temps d'adaptation pour tester tous ces nouveaux produits en fait et obtenir le Graal, la vie technique, quoi. On a beaucoup parlé là d'une approche constructive, on va dire plutôt bioclimatique, de bon sens, une construction plutôt modulaire, préfabriquée. L'idée c'est aussi d'avoir des façades complètement préfabriquées en usine ou alors carrément des modules structurels avec tous les aménagements qui sont faits en usine. Ça présente de nombreux avantages, c'est une qualité de construction, un planning qui est plus réduit, moins de déchets sur le chantier, c'est un confort pour les compagnons également, on subit moins les intempéries, on est en filière sèche, ça a quand même beaucoup d'avantages, donc en tout cas nous on développe nos projets dans cet axe. Ça je dirais c'est le volet un peu passif, où on est sur une architecture de bon sens, mais il y a aussi un volet technologique qui est, je pense, vraiment intéressant et qui s'associe avec cette approche, c'est tout le côté smart building. C'est-à-dire qu'on va intégrer des capteurs, des sondes pour optimiser tout le volet, on va dire, technologique du bâtiment. C'est-à-dire vraiment optimiser les luminaires, la ventilation, des protections solaires. Ça, je trouve ça intéressant, mais c'est aussi vrai à l'échelle d'un quartier et d'une ville, quoi. La Smart City, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se développer à la fois à l'échelle urbaine, et je pense qu'on va avoir un système de smart grid pour vraiment se partager l'énergie. Ce système, pour moi, peut être vrai aussi pour l'eau. L'eau, ça va devenir une ressource très très demandée. On le sent déjà. Donc la gestion de l'eau potable, des eaux pluviales, des eaux grises, des eaux noires, c'est aussi un enjeu et pour moi c'est comme l'énergie, on risque de venir à un mode de gestion partagé et ça, le smart building et le smart city peuvent nous aider sur ce volet-là. Ça fait des dizaines d'années qu'on travaille en Revit notamment, donc on travaille en BIM avec nos consultants et des entreprises. Donc en fait, on s'appuie sur une modélisation très très poussée de nos projets. C'est-à-dire qu'on va vraiment tout détailler. Alors, ça nous aide effectivement au niveau de la synthèse, au niveau de la construction, au niveau du chantier, mais aussi au niveau carbone. Nous, ça fait plusieurs années qu'on s'y prépare, qu'on a des projets qui sont un petit peu expérimentaux, ou en tout cas qu'on utilise pour tester des méthodes. Aujourd'hui, on travaille avec OneClick, qui est le plugin qu'on a sur Revit, qui nous permet de faire des simulations sur l'empreinte carbone d'un bâtiment dès la phase esquisse. Donc ça nous permet aussi de faire des choix assez rapides sur des matériaux. Ça permet également de mieux échanger avec nos maîtres d'ouvrage, de les convaincre sur tel choix ou tel choix. Donc ça, je dirais, ça devient pour nous un outil qu'on utilise au quotidien. Voilà, on sort assez rapidement tous nos quantitatifs. On est relié aussi à la base INIES. Donc en fait, on utilise vraiment des valeurs qui sont standards en France, parce que ça, jusqu'à présent, c'était un peu un sujet, c'était de comment on estime vraiment le volet carbone de tel ou tel matériau.
comment on les compare avec d'autres. Aujourd'hui, on s'appuie sur la base Ignies qui est quand même très très riche et qui nous permet d'avoir des choix et une conception qui soit fiable, surtout au niveau carbone et donc au niveau durabilité et pérennité des projets. Le côté où ça nous a le plus aidé, moi je vais le dire clairement, ça nous fait gagner du temps, quoi. Nous, ça fait tellement d'années qu'on travaille dessus qu'aujourd'hui on peut aller assez vite dans la modélisation, dans la simulation, dans la synthèse. On a des partenaires qui travaillent très bien en 3D aussi, donc on utilise BIM Collaborate, enfin ça nous aide vraiment pour accélérer les échanges et ça nous libère du temps pour améliorer nos choix, notre conception, rencontrer des startups, des entreprises. Ça aide sur ce volet-là, mais ça aide aussi nos maîtres d'ouvrage pour leur faire des simulations de écoutez, voilà à quoi ça va ressembler, voilà la performance énergétique, voilà l'impact carbone. Et on a des modèles qui sont quand même très fiables. C'est-à-dire quand on fait les photos, le modèle et la photo après, parfois c'est quand même bluffant, quoi. On travaille pas mal avec Enscape et Lumion. Ouais, c'est assez bluffant des résultats qu'on peut avoir assez rapidement pour échanger avec nos clients. Je trouve qu'il y a un côté effectivement indissociable parce qu'on pousse tellement nos modèles au niveau de la conception à modéliser même des prises de courant que c'est presque dommage de perdre toutes ces informations. Et la chose aussi qui vient alimenter le BIM, c'est tout le volet Building Operating System, qui est là également très très dense. C'est-à-dire qu'on va venir alimenter vraiment notre modèle 3D avec toutes les nomenclatures de systèmes, de sondes qui sont reliées à la gestion technique du bâtiment. Et pour moi, ça va vers la maintenance et l'exploitation. Enfin, c'est vraiment le chemin naturel.